Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Vous regardez l'échiquier international qui continue sa couverture du génocide que subit actuellement la bande de Gaza en Palestine occupée. Comme vous le savez, depuis le 7 octobre dernier, la bande de Gaza, déjà acculée par un embargo, un blocus depuis 2007, est le théâtre d'une offensive sans précédent dans l'histoire actuelle. Le bilan de ces 4 mois d'offensive génocidaire est lourd et se rapproche dangereusement de la barre des 30 000 martyrs dont la moitié sont des femmes et des enfants. La Palestine, c'est 75 ans d'occupation, d'apartheid, de déshumanisation, comme si les affres de la colonisation et cette offensive n'étaient pas suffisantes. L'armée sioniste annonce une offensive terrestre sur le camp de réfugiés de Rafah, où plus de 1,7 million de personnes, de Palestiniens, sont dans des conditions quasi inhumaines. Faisant rappeler au monde les pires histoires, les pires horreurs de l'humanité. Rafah est-elle la dernière étape d'un génocide annoncé? Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour en parler, Madame, Monsieur, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir d'un militant chevronné de la cause palestinienne. Il se définit lui-même comme un militant antisioniste. Youssef Bousmah, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de votre invitation. C'est un honneur. Très bien, merci Youssef. Alors on entame directement. Youssef Bousmah, pouvez-vous nous faire un retour ou une description de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais en particulier à Rafah? Alors la situation humanitaire, elle est évidemment terrible. Hein. Vous l'avez souligné. On a un nombre de victimes qui est absolument abominable. Toutes les délégations qui ont pu entrer dans Rafah, notamment le professeur Pitti, mais d'autres médecins également font état d'une situation apocalyptique où les médecins doivent choisir. Ils doivent choisir entre qui pourra survivre et qui ne pourra pas survivre, compte tenu des moyens dont ils ne disposent pas, justement. Hein. Et on a des gens qui meurent sans sédatifs, c'est-à-dire qui meurent dans des souffrances terribles. Hein. Les sédatifs sont donc des médicaments qui permettent d'amoindrir les souffrances. Donc parce qu'on n'a pas assez de sédatifs. On a pareil on se rappelle de la vidéo de la jeune fille qui a dû être amputée de sa jambe dans la cuisine de sa maison avec un couteau sans sédatif, etc. Est-ce que on entend des mauvaises langues, je dirais, dire que ce ne sont que des cas isolés. Est-ce que finalement ce ne sont pas des cas isolés? Non, ce ne sont pas du tout des cas isolés, puisque on le sait maintenant, des centaines de personnes ont été amputées, peut-être même davantage, et bien souvent sans anesthésie. C'est ce que rapportent tous les médecins qui ont pu rentrer dans Gaza, du coup Zouel Lahna également, un autre médecin qui est dans Gaza, le professeur Pitti, je l'ai dit, qui actuellement fait des conférences en France. Donc voilà, non, la situation est absolument apocalyptique, indescriptible, et c'est une des situations les plus terribles, les plus tragiques que l'on ait vues depuis même la fin de la Seconde Guerre mondiale, en termes de souffrance absolue sous le regard du monde, puisque un certain nombre d'événements qui sont tragiques, qui sont déroulés dans le passé, comment se faisait dans l'anonymat, on n'avait pas d'image. Tandis que là, ce qui rend encore plus tragique la situation, c'est que ça se passe sous nos yeux, en direct, au tenté, et nous acceptons, et le monde accepte cette tragédie, sans nom. Dernièrement, l'entité sioniste a accusé des membres de l'UNRWA d'être des membres c'est des allégations, d'être des membres de l'attaque du 7 octobre, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'UNRWA dérange tant l'entité sioniste et les défenseurs de l'entité sioniste, puisque beaucoup de pays ont annoncé le retrait du financement, leur arrêt du financement de l'UNRWA? Alors, ça fait encore partie, de toute façon, dire un mot sur cette prétendue accusation. D'abord, dire que Rafah, qui normalement avait 200 000 habitants, a maintenant 1 300 000 habitants. Hein, c'est-à-dire que la ville n'a pas du tout les capacités d'accueillir autant de réfugiés. On passe de 200 000 à 1 300 000 habitants dans le dénuement le plus total. Alors, concernant les accusations contre l'UNRWA, d'abord, dois-je dire qu'à ce jour, et c'est le directeur de l'UNRWA qui l'a dit, mais d'autres également, un certain nombre de journalistes qui, soi-disant, ont vu les prétendues preuves sionistes,
eh bien, ils disent tous qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve des allégations sionistes sur le fait que des membres de l'UNRWA aient participé. C'est quand même absolument incroyable, parce que c'est uniquement sur ces allégations sionistes qu'un certain nombre de pays avaient décidé de suspendre, dont la France, avait décidé de suspendre leur aide à l'UNRWA. Alors je répète, à ce jour, il n'y a aucune preuve, alors ça c'est ce qu'a dit le directeur de l'UNRWA, quant à certains médias américains, ils ont dit qu'aucune preuve concluante ne leur avait été fournie de cette prétendue accusation. Alors l'UNRWA, parce que l'UNRWA, c'est aujourd'hui ce qui est un petit peu le lien du peuple palestinien, puisque le peuple palestinien n'a plus vraiment de structure indépendante. L'OLP est complètement sous la coupe de l'aide internationale, c'est-à-dire que c'est une aide qui est absolument conditionnée. L'ONP ne peut plus du tout jouer son rôle. Il y a peut-être des divisions, il y a une autorité palestinienne qui est un petit peu décriée quand même, etc. Donc du coup, l'UNRWA, c'est vraiment ce qui fait l'unité du peuple palestinien, puisque tous les Palestiniens se reconnaissent dans l'UNRWA, sont allés bien souvent dans les écoles de l'UNRWA, qui sont des écoles d'excellente qualité, tout le monde le reconnaît. Le peuple palestinien ainsi est un des peuples les plus instruits de tout le Moyen-Orient, grâce à ces écoles de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est vraiment ce qui avait permis, depuis sa création en 1949, de créer ce lien solide entre tous les Palestiniens, quels qu'ils soient dans l'entité sioniste, qu'ils soient dans les territoires dits occupés, ou qu'ils soient dans les camps de réfugiés, dans tous les pays alentours. Ce lien, c'était vraiment l'UNRWA, c'est un des liens principaux. C'est la raison pour laquelle l'entité sioniste s'efforce de détruire l'UNRWA. En détruisant l'UNRWA, on détruit ce qui fait le lien de tout ce peuple, et de façon à ce que la cause palestinienne ne soit plus qu'une question humanitaire qui serait réglée par quelques ONG comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'UNRWA a toujours été considérée par l'entité sioniste comme étant un ennemi absolu à détruire. Ce n'est pas la première fois. Mais ce qui est grave, c'est qu'un certain nombre de pays, je le dis sur des accusations absolument d'une légèreté incroyable, provenant en plus d'une entité sioniste dont les mensonges sont maintenant devenus légendaires. C'est un État quand même qui ne cesse de mentir. C'est un Premier ministre, Netanyahou, qui ne cesse de mentir. Tout le monde le reconnaît. Même Biden l'a encore reconnu il y a quelques jours. Il est obligé de le reconnaître. Donc, comment se fait-il que sur des accusations complètement fallacieuses, un certain nombre de pays, pas tous heureusement, aient décidé de suspendre leur aide. Il faut à ce propos saluer des pays comme l'Espagne, comme l'Irlande, qui refusent de suspendre cette aide, considérant qu'effectivement ces allégations sont... Quand bien même ces allégations seraient vraies, seraient réelles, ce n'est pas parce que 13 membres de l'UNRWA seraient officiellement complices de ce qui s'est passé le 7 que l'on va priver de subsides 5 900 000, 5 800 000, 5 800 000 Palestiniens de la diaspora. Donc c'est quelque chose, c'est un non-sens que tout le monde dénonce et qui est là aussi la cause d'une possible catastrophe humanitaire encore plus terrible que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, si jamais l'UNRWA venait à être privée de ses moyens. Je rappelle que l'UNRWA est une agence onusienne, c'est l'agence de l'ONU. Alors, le fait que ces pays, comme la France ou encore les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni, aient décidé de suspendre leur aide à l'UNRWA, est-elle la preuve, là encore, d'un soutien total et absolu d'un bloc face à un autre bloc qui sont en lutte aujourd'hui? Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une lutte globalisée ou comment vous expliquez cela? Ça fait partie de l'alignement sur l'entité sioniste dont l'Occident se prévaut. C'est-à-dire que l'Occident actuellement a décidé de soutenir l'entité sioniste quoi qu'il en coûte, quels que soient les mensonges, puisque je peux vous assurer que lorsqu'on discute mezzavoce avec des fonctionnaires de l'Union européenne ou des fonctionnaires étatiques européens, ils savent pertinemment qu'Israël ment. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qu'il faut savoir. Quand on discute avec des gens, même des gens du Quai d'Orsay à Paris, en privé évidemment, mais bien sûr, ils ont l'habitude, ils connaissent parfaitement l'entité sioniste, ils la pratiquent depuis toujours, ils savent très bien qu'ils... Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que l'Occident sait pertinemment qu'Israël ment, mais l'Occident fait le choix de suivre
Israël, quoi qu'il en coûte. Et c'est ça, je crois, l'aspect le plus grave. Parce que Netanyahou mente, que l'antiterroriste commette des crimes, des génocides, c'est sa nature coloniale. Hein. Nous, en Algérie, on connaît bien ce qu'est la nature coloniale d'un colonialisme de peuplement. Un colonialisme de peuplement, c'est un colonialisme qu'on ne peut pas raisonner. C'est pas un colonialisme simplement d'exploitation, mais c'est un colonialisme qui est là pour remplacer un peuple. Hein. Donc tout le monde sait très bien cela. Hein. Et malgré cela, eh bien, l'Occident décide, ce qu'on appelle l'Occident collectif, décide de suivre Israël dans cette folie, parce que on pourra en dire un mot, mais il s'agit d'une folie. Il s'agit d'une folie qui ne peut aboutir qu'à la guerre permanente, hein. Voilà, pour toutes les populations. Alors, c'est cela qui est plutôt quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi Macron, pourquoi les dirigeants européens, pourquoi, bien sûr, les États-Unis, qui savent pertinemment cela, eh bien, s'entêtent-ils à faire comme si Netanyahou, l'État d'Israël d'une façon générale, pas uniquement Netanyahou, était un partenaire rationnel, qui était une démocratie, comme on l'a dit, la seule démocratie du Moyen-Orient. Vous connaissez la formule aberrante. Donc voilà. Alors je crois que pour l'instant, ils sont convaincus que l'antiterroriste assurera leurs intérêts dans la région. Hein, et c'est la raison pour laquelle ils soutiennent l'antiterroriste. Ils pensent que dans une région qui peut apparaître comme étant bouleversée, qui est hautement sensible pour leurs intérêts, bien sûr les intérêts énergétiques, mais on le voit aussi avec la mer Rouge, les intérêts du transport. Donc c'est une région qui est hautement sensible. Eh bien, on pense que malgré tout, l'antiterroriste n'est pas forcément le meilleur garçon, hein, mais c'est le seul qu'ils aient de toute façon. Hein. C'est le seul qu'ils aient de toute façon. Voilà, c'est leur point de vue, mais c'est un point de vue qui est hallucinant, je veux dire, qui ne peut pas être accepté, parce que c'est un point de vue qui ne peut s'accompagner que de la guerre permanente. On le voit bien aujourd'hui, où la guerre est en train de s'étendre progressivement au Liban. Hein, on pourra peut-être en dire un mot, mais... On va revenir dans un moment. Oui. Dans le même moment, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, ou encore l'ONU, même les États-Unis, par la voix de Biden et de Blinken, annoncent que s'il y a offensive terrestre sur Rafah, ce serait une catastrophe. Comment on peut expliquer cette dichotomie, Est-ce que c'est pour répondre aux appels des peuples? Est-ce que c'est pour faire bonne figure au sein même de leur nation? Est-ce qu'ils essayent ou ils voient réellement le danger humanitaire arrivé après plus de 4 mois et un génocide annoncé? Malheureusement, je ne crois pas trop à leurs préoccupations humanitaires. Je le dis franchement, hein, puisque avec tout ce qu'on a pu dire, ils auraient pu s'en soucier depuis longtemps et ils le savent. Je crois davantage qu'ils craignent une déstabilisation générale d'un certain nombre de pays qui sont considérés comme étant des amis du monde occidental malgré tout. Hein, et des partenaires. Et actuellement, surtout, le principal problème, c'est l'Égypte. Puisqu'on sait très bien qu'une offensive sur Rafah, alors Biden a demandé à Netanyahou de lui proposer un plan crédible sur Rafah, un plan crédible, c'est-à-dire un plan qui ne provoquerait pas une crise humanitaire, mais Biden sait très bien que ça provoquerait une crise humanitaire. Mais on est déjà dans une crise humanitaire. Oui, bien évidemment. On a affaire à des gens qui sont des sur-réfugiés, qui sont réfugiés 3 ou 4 fois ou 5 fois même depuis 1948. Hein. Donc tout le monde sait très bien. Non, ce que craint Biden, c'est entre autres, on sait très bien que Netanyahou veut forcer la main à l'Égypte pour que l'Égypte, en fait, accueille les Palestiniens de Rafah et donc qu'ils puissent procéder à l'épuration ethnique à laquelle rêve le mouvement sioniste depuis toujours, hein, pour en finir, au moins avec les Palestiniens de Gaza, de la bande de Gaza. Cela veut dire que l'Égypte se verrait obligée, parce qu'on ne voit pas très bien où les gens iraient, les gens de Rafah, ce que Netanyahou appelle l'évacuation. On sait très bien, ce n'est pas l'évacuation vers le nord, puisque dans le nord, il n'y a plus aucune infrastructure capable d'accueillir ces 1 300 000 personnes. Donc, il est évident que la seule possibilité, ce serait de forcer la frontière égyptienne, contrôler ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, et donc du coup, et forcer l'Égypte à ouvrir sa frontière pour accueillir ces réfugiés. Or, pour l'Égypte, il en est hors de question. Il en est hors de question pour des tas de motifs. Hein. Des motifs, d'abord, l'Égypte n'est pas apte à accueillir autant de réfugiés, ça créerait une déstabilisation, etc.
Et je crois que là, la partie égyptienne est très ferme, puisque l'armée égyptienne même a positionné des chars actuellement en direction de Rafah, hein, pour bien signifier à Netanyahou qu'il est hors de question. Et en plus, ça a été dit, hein, que ce serait un casus belli, une possibilité de rupture des accords de Camp David. Hein, si jamais Israël, Netanyahou forçait la main à l'Égypte. Et voilà. Donc, les États-Unis et les puissances occidentales s'inquiètent beaucoup de cela. S'inquiètent beaucoup d'une détérioration des relations entre l'Égypte et l'entité sioniste, et voilà, qui évidemment serait un facteur aggravant pour toute la région. Je crois que c'est davantage cela, beaucoup plus que des préoccupations humanitaires, bien qu'il y ait aussi un autre élément quand même qu'il faut prendre en compte, c'est l'opinion publique. On est bientôt en période électorale aux États-Unis, et Biden voit une nouvelle crise, la crise de Rafah, qui risque encore d'être beaucoup plus terrible que tout ce qu'on a vu jusque-là, puisque je le dis, 1 300 000 personnes sont coincées hein, dans quelques kilomètres carrés. C'est absolument hallucinant. Hein. Et donc, Biden se retrouverait avec une crise énorme. Et je le dis, là, c'est là également qu'intervient la résistance libanaise, puisque pour bien signifier qu'il n'accepterait pas une offensive sur Rafah, on a effectivement un réchauffement. Alors, le front était déjà très chaud en ce qui concerne le front nord, hein, le Liban et l'entité sioniste, mais c'est vrai que les affrontements sont de plus en plus importants, et c'est vrai que la résistance libanaise a pour la première fois ciblé la ville de Safad, et du coup, ça veut dire qu'elle voulait montrer par là sa capacité à atteindre des cibles de plus en plus profondes dans le territoire de la Palestine occupée, pour signifier qu'il est hors de question que les acteurs régionaux assistent à cette offensive sur Rafah, qui risque d'être absolument abominable en termes de victimes civiles. Attention, abominable, ça dépasserait tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein. Pour signifier des limites, voilà, il y a eu ce réchauffement auquel l'entité sioniste a répondu par des bombardements importants sur le sud Liban. Donc voilà. Donc tout cela, Biden n'a pas envie d'une énorme crise humanitaire, d'une crise d'abord politique avec l'Égypte, d'une crise humanitaire à Rafah, et surtout, d'une guerre au Liban qui se rapproche à grands pas. Est-ce qu'on peut dire que finalement le projet du grand Israël tel que voulu par l'entité sioniste et notamment son Premier ministre font peur aujourd'hui à l'Occident qui se voit de plus en plus en perte de vitesse, mais surtout avec des crises internes très importantes. Je fais référence aux États-Unis, à sa crise économique, au front social qui est en bouillonnement un peu partout en Europe, mais surtout le manque de cohésion d'idées au sein même de ce bloc occidental. Mais bien sûr. L'État d'Israël, l'entité sioniste, c'est un ami empoisonné pour eux. C'est un ami empoisonné, c'est-à-dire que ils pensent que c'est le seul partenaire sur lequel ils puissent compter au Moyen-Orient, et en même temps, c'est un partenaire qui est complètement imprévisible, qui est facteur d'une telle déstabilisation que, en fait, la raison pour laquelle l'entité sioniste a été créée, la raison pour laquelle la création de l'entité sioniste a été voulue par l'Occident. C'était quoi? C'était, en quelque sorte, assurer la stabilité du Moyen-Orient, empêcher que le Moyen-Orient échappe à l'Occident, et surtout ses ressources, évidemment, on l'aura compris, hein, et donc, d'une certaine façon, stabiliser la situation, parce que vous savez très bien que l'Occident a besoin du calme pour les affaires, hein, les affaires aiment bien le calme, comme on dit, la sécurité, la tranquillité. Or, il se trouve que l'entité sioniste est aujourd'hui, par sa nature même coloniale, est en train de complètement bouleverser cette vision des choses, et l'entité sioniste qui a été prévue au départ pour assurer la stabilité, la sécurité dans la région, est aujourd'hui le plus formidable facteur d'instabilité et d'insécurité, non seulement pour les peuples de la région, ça on le savait, mais également pour l'Occident. Alors on est vraiment à la croisée des chemins actuellement. On est vraiment à la croisée des chemins, et c'est cette croisée des chemins que la crise ouverte par le 7 octobre a accéléré, en fait, parce qu'en fait, c'était inscrit même dans la nature même de l'entité sioniste. C'est que là, on est devant une contradiction. Ça fait partie des contradictions intra-impérialistes. C'est qu'en même temps, Israël, on pensait que Israël, l'entité sioniste, était le meilleur garant de la stabilité. Or, il se trouve que les excès, et surtout sa logique même interne,
eh bien, va exactement à l'encontre de ce qui était poursuivi. Et donc, vous avez raison de dire qu'effectivement, eh bien, aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Je crois que comme jamais nous l'avons été depuis 1948. Très bien. Youssef, une dernière question peut-être. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'entité sioniste a agressé le sud du Liban. Le Liban a riposté. Que représente aujourd'hui dans l'échiquier du Moyen-Orient le Liban et l'agression sioniste? Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'entité sioniste agresse le Liban. C'est une agression perpétuelle du sud Liban aussi. Bien sûr. On ne compte plus les agressions contre le Liban. Les invasions non plus. Ça doit être il y a eu 4 ou 5 invasions du Liban, avec une pénétration plus ou moins importante, depuis l'indépendance du Liban. Mais voilà, les agressions, on ne les compte plus. Elles sont régulières. Elles sont même coutumières. Là, ce qui fait la grande différence avec les agressions précédentes, c'est que le Liban aujourd'hui n'est pas le Liban sur lequel l'entité sioniste pouvait compter auparavant. On a un Liban qui, toute force politique confondue, est uni derrière la résistance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Disons, après l'épisode syrien qui avait vu les forces politiques libanaises se diviser fortement, même, extrêmement. On a été parfois même, je le dis, au bord d'affrontements, même direct, à l'occasion de la crise syrienne. Eh bien, tout cela est rentré dans l'ordre. Je pense que les différents acteurs politiques ont compris l'urgence du moment derrière la Palestine, et ça c'est tant mieux. Et toutes les forces politiques libanaises, bon, mis à part des forces extrémistes de droite, on le sait, habituelles, mais pratiquement toutes les forces vives du Liban sont unies derrière la résistance. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui pèse dans la région, parce que le Liban est quand même un acteur très important, et surtout, cette résistance libanaise, aujourd'hui, elle est extrêmement importante, elle est puissante. On parle de 150 000 à 200 000 missiles qu'aurait Hezbollah. Ça voudrait dire qu'il pourrait assurer un rythme de 1500 tirs de missiles, et des missiles très performants, pas uniquement les petits missiles qui partent de Gaza. Là, ce sont des missiles performants. Et donc, ça voudrait dire 1500 missiles par jour pendant 100 jours, à peu près. Donc, on voit, c'est quelque chose qui est quand même assez redoutable. Donc, c'est très important parce que la résistance libanaise fait partie de ce qu'on appelle globalement l'axe de la résistance, qui unit la résistance libanaise, mais aussi avec des forces de résistance de Syrie, à partir du Golan, d'Irak également, bien sûr du Yémen, et lié aussi à l'acteur régional iranien. Donc on voit qu'il y a actuellement une coalition aux côtés de Gaza, et ça n'est pas rien. Ça veut dire que Gaza, malgré tout, n'est pas seul. N'est pas seul. Malheureusement, on peut déplorer qu'un certain nombre de pays de la Ligue arabe, on l'a vu, ne répondent pas comme il faudrait, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'appel de Gaza, mais il y a quand même ce qu'on appelle l'acte de la résistance. Et ça, c'est un poids très important. C'est un poids très important. Sayed Nasrallah a déclaré, il a dit qu'il n'y aurait pas de refroidissement du front nord tant que Gaza sera sous la menace d'une attaque générale, et en particulier à Rafah, et sans qu'il y ait un cessez-le-feu. Vous savez que récemment, le ministre français a séjourné, s'est fait petit télégraphiste, comme on dit, et est allé au Liban, et il y a quelques temps de cela, et a apporté aux Libanais, et, en fait c'était à Hezbollah, une lettre par laquelle il indiquait qu'Israël était décidé à attaquer le Liban, etc., et qu'il fallait que très rapidement, Hezbollah cesse ses attaques, et donc sa solidarité. Évidemment, on a vu la réponse du Liban. Le Liban, parce que le Liban, en plus, a des revendications par rapport à l'entité sioniste. Il y a les fermes de Shebra qui sont occupées, il y a un certain nombre de territoires libanais qui sont occupés par Israël aussi. Donc, l'entité sioniste est une menace pour tous les peuples de la région. Il y a le Golan syrien qui est occupé, il y a aussi des parties de la Jordanie qui sont occupées, et donc l'entité sioniste est une menace. Pardon ? De la Syrie aussi ? Oui, le plateau du Golan en Syrie, bien sûr. Et donc, du coup, c'est une menace pour toute la région, pour la stabilité. Et l'Occident est en train de réaliser que finalement,
son garçon, sur lequel son good boy, sur lequel l'Occident comptait, eh bien, il n'est pas si bon que cela et il peut être extrêmement contre-productif dans une période où on le voit, il y a une autre guerre, pas très loin, en Ukraine, etc. Très bien, Youssouf Bousmah, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al24 News.